السلام عليكم الزول في الأول. الحمد لله راكم بخير إن شاء الله يا رب العالمين في هذا الشهر رمضان الكريم. Le thème d'aujourd'hui c'est les relations entre l'Algérie et les États-Unis. Vous avez entendu comme moi cette nouvelle tsunamique car on n'était pas habitué à entendre que l'Algérie avait déclaré son amour pour les États-Unis d'Amérique à l'époque de Bouteflika, comme je l'avais écrit dans ce livre publié en 2018. J'avais dit que la dictature Bouteflika était sous la protection française, under French protection. Alors, est-ce qu'il y a un effet Trump? On a vu comment nos alliés historiques, c'est-à-dire les Russes, sont abandonnés totalement Bachar el-Assad, malgré un très vieux partenariat qui datait de 1970 entre son défunt père, Hafez al-Assad, et le chef de l'Union soviétique de l'époque, Léonid Brejnev. En une semaine, la Russie avait lâché son partenaire historique en Méditerranée et au Moyen-Orient. Alors, il est vrai que quand on lit la presse ces derniers jours, avec la crise absolument exécrable qu'il y a entre Paris et Alger, vous avez entendu, lu comme moi, que la France aurait préparé une liste de 800 personnalités algériennes, à la fois militaires et civiles, qui sont devenues persona non grata sur le territoire français. Et oui, la France qui, non comptant des 250 milliards de dollars de cadeaux étalés sur 25 ans accordés à l'entreprise Total, aujourd'hui, telle une femme ingrate, se permet de balayer d'un revers de main tous ces accords qui ont été signés depuis les accords d'Évian le 19 mars 1962, en ne considérant ni l'État algérien, ni son peuple, ni sa diaspora. Rien. La France est en train de faire table rase une longue histoire qui avait commencé, il est vrai, très mal, un certain 14 juin 1830, avec l'invasion de l'armée française sur les côtes algériennes à Sidi Ifrach. Alors venons au sujet. Le sujet, c'est évidemment cette interview incroyable de son Excellence l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Si Sabri Bokadoum, qui a déclaré à un site internet très connu aux États-Unis qui travaille avec le Pentagone, qui s'appelle Defense Scoop, qui est suivi par 8 millions de personnes par mois, où il dit clairement que l'Algérie est prête à un partenariat total dans tous les domaines avec les États-Unis d'Amérique et la nouvelle administration de Donald Trump. Alors nous allons regarder quelques phrases de cette interview qui date du 7 mars 2025, qui est accordée donc à la journaliste Brandy Vincent. Alors, le premier mot qui m'a interpellé, c'est le mot collaboration en matière de technologie de défense, ici. Collaboration en matière de technologie de défense. Il faut savoir que les Américains sont extrêmement prudents lorsqu'il s'agit de transférer de la haute technologie. Les Américains, en général, quand ils vendent des armes, et c'est le but aussi de ce nouveau partenariat entre l'Algérie et les États-Unis, les Américains ne vendent que des armes qui ont un certain âge. Ils ne vendent jamais les dernières armes. Il n'y a que Israël qui a le droit d'acheter des armes dernier cri. En général, ce sont des armes qui ont 5 ans, 10 ans d'âge. C'est un peu comme les livraisons d'armes, les cadeaux que les États-Unis d'Amérique font à l'Égypte ou au Maroc. En général, c'est des vieux hélicoptères, des vieux avions. Ce n'est jamais des armes de dernière génération. Mais nous poursuivons.
Les échanges de renseignements maritimes et les nouvelles ventes de militaires étrangers sont les premiers domaines d'intérêt que les homologues peuvent poursuivre ensemble. D'autres incluent des opérations de recherche et de sauvetage et des efforts de lutte contre le terrorisme autour du Sahel. Évidemment, les États-Unis sont extrêmement sensibles à la question de la sécurité et du terrorisme. C'est vraiment ce qu'ils recherchent le plus dans leurs relations avec leurs partenaires étrangers. Et à vrai dire, cette interview très audacieuse de son Excellence ambassadeur d'Algérie à Washington fait suite à un protocole qui avait été signé à Alger le 22 janvier 2025, c'est-à-dire 2 jours après l'intronisation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Comme vous le savez, Donald Trump a gagné les élections en novembre 2024, mais il a occupé officiellement ses fonctions le 20 janvier 2025. Et donc, le mot que tout le monde a retenu, c'est le ciel et la limite de cette nouvelle coopération entre l'Algérie et les États-Unis. Alors, dans cette interview, donc, qui reprend le protocole dont nous allons parler, qui a été signé à Alger le 22 janvier, notre ambassadeur précise que l'influence et l'engagement et les investissements de la Russie et de la Chine s'étendent manifestement à travers la région. Donc, notre ambassadeur est en train de dire donc aux Américains que les Russes, c'est-à-dire au travers de Wagner, sont extrêmement présents dans les pays du Sahel où il y a eu depuis 2021 des coups d'État, que ce soit le Mali, Burkina Faso, le Niger ou la Guinée. Et en clair, notre ambassadeur dit aux Américains, nous pouvons jouer un rôle, peut-être pas de gendarme, mais de partenaire sécuritaire dans la région afin de neutraliser l'influence grandissante de la Russie qui, apparemment, depuis la chute de Bachar al-Assad, n'est plus l'allié en qui on pourrait autant avoir confiance que par le passé. Certes, nous restons un client privilégié de la Russie, mais sur le plan diplomatique et politique, la donne est en train de changer car les Russes ont d'autres intérêts dans la région du Sahel qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'Algérie. La Russie veut avoir un pied au Sahel afin de contrebalancer l'influence de la France qui soutient bec et ongle l'Ukraine. Donc la Russie, en affaiblissant les pays du Sahel et surtout en affaiblissant l'Algérie, est en train, en quelque sorte, d'affaiblir la position française au Sahel et en Afrique de l'Ouest en général. Alors, il parle aussi de la Chine. Vous savez qu'on parle souvent de France-Afrique, mais il y a aussi la Chine-Afrique. Chaque année, la Chine organise un sommet avec l'ensemble des pays africains afin de faire un deal avec eux. En clair, je vous construis vos routes, vos hôpitaux, vos palais, vos palaces, vos chemins de fer, et en échange, vous me donnez votre pétrole, votre gaz, votre or, votre diamant, vos fers. C'est ça le deal qui a été signé depuis déjà 25 ans entre la Chine et les 50 pays, les 55 pays africains. Donc cette déclaration est très importante car manifestement l'Algérie est en train de faire ce qu'on pourrait appeler, c'est ce que j'ai dit hier dans une interview, en train de faire du soft power, c'est-à-dire ils entreprennent une entreprise de séduction à l'égard des États-Unis d'Amérique, et vous savez qu'à l'égard de la France, il n'y a plus de séduction. Donc le soft power est en train de commencer à être pratiqué par notre ambassadeur aux États-Unis. Alors je poursuis, notre ambassadeur dit que le pays s'apprête à attirer plus de tourisme internationaux que jamais dans son histoire. Vous savez, les États-Unis, c'est pratiquement 85 millions de touristes. Nous, on est en dehors des immigrés, je pense qu'on doit être à 400 000 ou 500 000, donc on en est très 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 loin. Mais c'est un bon signe, comme on dit. Alors je poursuis. Au-delà des initiatives encouragées par le nouveau protocole d'accord donc du 22 janvier, notre ambassadeur a déclaré que l'Algérie était prête à parler aux États-Unis de ses abondantes ressources minérales, naturelles et essentielles qui sont demandées à travers le monde. Le pays est mûr pour héberger des centres de données pour moins cher, c'est-à-dire
on va dire, compétitif que les options actuelles. Alors, juste pour information, l'Algérie a signé ces derniers mois de très importants contrats avec de grandes compagnies américaines dans le domaine des hydrocarbures, en l'occurrence ExxonMobil et Chevron. Donc le partenariat est déjà lancé, soyons clairs, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et la phrase très importante et qui démontre qu'il y a une forme de pragmatisme assumé par notre diplomatie aux États-Unis, contrairement à notre diplomatie en France qui est sujette à caution. En tout cas, ceux qui gèrent le dossier français ne sont pas au même niveau que ceux qui gèrent le dossier américain, très clairement. Donc, notre ambassadeur dit, permettez-moi de dire très clairement, en tant que diplomate étranger, n'oubliez pas que nous n'avons pas de préférence. C'est-à-dire que l'Algérie peut discuter avec tout le monde, c'est-à-dire l'administration démocrate ou l'administration républicaine, c'est-à-dire Biden ou Trump. L'Amérique est ouverte et elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures américaines, alors que nos diplomates qui gèrent le dossier français passent leur temps à faire la distinction entre droite, extrême droite, gauche. C'est pas très pragmatique. Je pense que le pragmatisme de notre ambassadeur américain devrait inspirer nos diplomates qui gèrent le dossier français. C'est pourquoi je suis très content de cette façon de s'adresser aux Américains, car comme vous le savez, paradoxalement, je connais aussi bien les Américains que les Français. Vous savez que ça fait 28 ans que je vis en américaine, mon fils est américain, j'ai vécu 7 ans aux États-Unis, donc l'ancien secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, je le connais depuis 1998, donc je connais les rouages de la diplomatie américaine, et je vais juste vous donner une phrase que m'a dite Anthony Blinken avant que j'essaie d'intégrer le jeu politique algérien. Il m'a dit, Rachid, que les choses soient très claires. En tant qu'Américain, les intérêts de l'Amérique passent avant notre amitié. Donc c'est ça l'Amérique. Hein. L'Amérique, c'est les intérêts avant toute chose. À bon entendeur. Alors maintenant, on va revenir au protocole qui a été signé le 22 janvier à Alger, entre donc notre ministre délégué à la défense et chef d'état-major, donc M. Chengreha, et le patron d'Africom, donc l'américain, l'anglais, M. Langlais. Donc c'était 2 jours après l'élection, l'intronisation de Trump. Alors les États-Unis et l'Algérie signent un accord premier du genre pour étendre la coopération militaire. Donc toujours le même site internet, Defense Scope. Et donc la journaliste, elle s'appelle, vous allez la voir, Brandy Vincent. Voilà. Donc c'est une spécialiste qui travaille avec le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense américain. Voilà. Donc ce site est une émanation du Pentagone. Et d'ailleurs, je vais vous dire, avant de détailler, que le site Defense Scope ne cache absolument pas ses liens avec le Pentagone. Alors, bismillah. Ce qui est important dans cet article qui était paru donc le 29 janvier 2025 sur le protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie, c'est qu'il relève différents points. Le premier, c'est lequel? Il est dit que l'armée algérienne a légèrement participé ou observé des exercices militaires et a assisté à des conférences en marge au cours des 2 dernières années. Ce qui veut dire que les liens entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie sur le plan militaire étaient extrêmement limités. Et ce nouveau protocole d'accord indique qu'Alger ouvre la porte à un plus grand engagement et à une plus grande coopération avec Africom. Voilà, un plus grand engagement et une plus grande coopération avec Africom. Je poursuis. Selon le responsable, l'accord était en préparation depuis un certain temps, mais, la lenteur des processus et le manque de volonté des Algériens de le voir produire de la part de l'Algérie l'ont retardé. Ça veut dire que notre pays était en porte-à-faux. Il savait plus sur quel pied danser. Est-ce qu'il continue un partenariat beaucoup plus approfondi avec la Russie ou il s'engageait de façon, on va dire, volontariste avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait un flottement, car il faut savoir,
c'est un changement de doctrine militaire absolument phénoménal depuis 62. Jamais, au grand jamais, l'Algérie n'avait voulu développer un partenariat militaire stratégique ou diplomatique avec les États-Unis, car je vous rappelle qu'au temps de feu Houari Boumediene, l'Algérie faisait partie des pays non alignés, ni côté russe, ni côté soviétique, pardon, ni côté américain. C'était en quelque sorte la troisième voie, celle qui avait été définie à la conférence de Bandung en avril 1955. Donc là, c'est un changement profond dans la stratégie militaire algérienne. Je poursuis. Cependant, le calendrier de novembre, et là où a été élu Donald Trump, est le moment où il a été mis à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que les Algériens ont compris qu'avec l'arrivée de Donald Trump, il fallait accélérer. Ce qui était aussi à peu près au moment où Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Certains appellent cela l'effet Trump sur la politique étrangère. Et il dit, ce n'est que très récemment que les Algériens nous ont tenus à distance. Maintenant, c'est complètement différent. Donc les Algériens ne mettent plus aucune distance, aucun délai dans le partenariat avec l'Algérie. Mais quand même, dans cet article, le responsable américain de l'Africom dit que nous avions commencé les relations après notre indépendance à partir de 1776. Bon, je vous rappelle que le Maroc a été le premier pays qui a reconnu les États-Unis d'Amérique, l'Algérie en deuxième position. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Bill Clinton, parce que j'avais des relations à l'époque, avait organisé une fête en l'honneur, écoutez-moi bien, hein, en l'honneur du roi du Maroc, avec 400 invités sur la pelouse de la Maison Blanche, chose que jamais un président algérien n'a bénéficié. Et oui. Et Bill Clinton disait, c'est parce que le Maroc avait reconnu le premier des États-Unis d'Amérique, premier pays dans le monde. Alors, je ne suis pas là pour flatter le Maroc, mais simplement pour vous dire que la relation entre le Maroc et les États-Unis est beaucoup plus profonde que celle qu'il y a entre l'Algérie et les États-Unis. Donc, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Mais je vais y arriver. C'est pour ça que je vais mentionner ce point-là. Et il dit que les relations entre l'Algérie et les États-Unis ont été rompues au milieu du conflit israélo-arabe entre 67 et 74. Donc, il le mentionne. Vous savez, les Américains, ils n'aiment pas quand on les snob. Et pour les Américains, le fait qu'un petit pays du tiers-monde ose rompre les relations diplomatiques avec la première puissance mondiale, c'est très mal passé. Pour nous, en tant qu'Algériens, pour le Niftana, on va dire, c'est une gloire. Mais pour les Américains, non, c'est un crime de lèse-majesté ou de lèse-puissance. Appelez ça comme vous voulez. Après, il dit, mais ces relations étaient relativement réengagées dans un passé récent. Ça veut dire que c'est mi-figue, mi-raisin. Je poursuis. Dans cet article, donc officiel, qui dépend du ministère de la Défense américain, il faut intervenir donc un chercheur donc des études stratégiques liées au Moyen-Orient qui s'appelle Martin Pimentel. Et que dit-il? C'est là où c'est intéressant. Il dit que la grande question est de savoir si cette coopération sécuritaire va se prolonger dans d'autres domaines. Et il dit par exemple, est-ce que ça pourrait aller vers un rapprochement entre l'Algérie et le Maroc au-delà de la coopération sécuritaire dans le Sahel? Regardez, je l'ai mis en rouge là. Bon, c'est en anglais, je traduis évidemment. Donc il dit, est-ce que ça pourrait aller au-delà et pourquoi pas vers un rapprochement entre l'Algérie et le Maroc? Vous savez que c'est pas anodin. Si les Américains parlent comme ça veut dire que peut-être ils voudraient inviter l'Algérie à avoir des prétentions moins importantes sur la question du Sahara occidental. Donc, faut réfléchir, mes chers compatriotes algériens. Ça veut dire que, vous savez que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara occidental et l'Algérie continue à répéter le même réflexe pavlovien dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire l'ONU, mais les Américains, l'ONU, vous savez, ils sont même prêts à sortir de l'ONU, ça les intéresse pas l'ONU, ils sont très pragmatiques, hein. Vous savez, je crois qu'il faut aller dans le sens de la déclaration de son excellent ambassadeur, M. Sabri Prado, mais il faut être pragmatique. Et le pragmatique, c'est avoir des nouvelles idées. Je vous en ai proposé. Ça fait 10 ans que je vous écris. Vous savez que depuis 10 ans, j'écris
Al-Mouradia, au ministère des Affaires étrangères, à ceux qui sont en charge du dossier du Sahara occidental, jamais autant de Bouteflika, on m'a répondu. Même pas l'ancien ministre des Affaires étrangères, la Marma, ni monsieur Ahmed Attar. Rien. À vous de voir, hein. C'est-à-dire, si un jour on vous oblige à reconnaître la marocanité du Sahara occidental, ne dites pas que je ne vous ai pas donné une idée alternative. Mais vous êtes maître à bord, n'est-ce pas? Je poursuis. Et l'Algérie, donc, dit qu'il y a le groupe Wagner, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui déstabilise la situation au Mali. Donc, c'est écrit très clairement. Il dit que le groupe Wagner déstabilise le Mali. Et les États-Unis voient une opportunité, avec ce partenariat avec l'Algérie, de réduire l'influence de la Russie en Algérie. C'est écrit noir sur blanc. To reduce Russian influence in Algeria. Donc, derrière ce partenariat, les États-Unis vont quand même inviter nos diplomates algériens à réduire le niveau de coopération avec la Russie. Donc, là aussi, il faut réfléchir. Et je vous rappelle, et c'est dit dans l'article, que le Niger, le gouvernement du Niger, avait demandé aux Américains de mettre fin à la base militaire américaine au Niger. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de troupes américaines en Afrique, en dehors, je dis bien en dehors de Djibouti, où il y a une base militaire américaine très importante avec 4000 soldats et une base de drones qui surveille l'ensemble du continent africain. Sachez qu'il y a très peu de militaires au sol en Afrique. Alors, notre ambassadeur met en avant le fait que c'est bien les drones, c'est bien les télécommunications, c'est bien les satellites, mais il a mis en avant le facteur humain. Vous savez, qui connaît un petit peu quand même les Américains, la seule chose qui intéresse les Américains, c'est le gaz et le pétrole. Voilà, gaz, pétrole. Si on leur donne du gaz et du pétrole, ils sont contents. Mais il ne faut pas attendre quoi que ce soit d'autre en retour. Je tiens à vous prévenir, car notre ambassadeur, monsieur Sabré Bokaddoum, son excellence Sabré Bokaddoum, donc vous savez qu'il est ambassadeur en Algérie, il était ancien ministre des Affaires étrangères, il était aussi même Premier ministre par intérim. Voilà. Ça sera difficile pour notre ambassadeur de développer des liens aussi étroits que ceux qu'avait développé par exemple Cherif Guellel. Cherif Guellel dans les années 60. Vous savez que Cherif Guellel était un ami extrêmement proche du président américain John Fitzgerald Kennedy. Vous savez, c'était un brillant ambassadeur de 1963 à 1967 jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Et Cherif Guellel était marié avec Miss America 1951. Et Miss America, ben, elle, c'était le soft power par excellence. Vous savez que Miss America, donc sa femme, sa compagne à l'époque, lui a fait rencontrer tous les responsables politiques américains, financiers, économiques, industriels, militaires. Vous avez vu, il était tout jeune, très jeune, Larry Berg, à peine 35 ans. Mais il avait une amitié très forte avec le président américain, avec son frère qui était ministre de la Justice, Bob Kennedy. C'était le copain des Rockefeller. Et puis, il n'était pas tout seul. Il y avait Massoud Zaghar, Larry Berg, les grands hommes, ça. Ils avaient un carnet d'adresses extraordinaire. Et la maison, il faut savoir que Cherif Guellel et sa compagne ont acheté la maison des Kennedy. C'était quand même très, très haut niveau. Et quand John Fitzgerald Kennedy a été assassiné, donc en novembre 1963, c'est son vice-président qui a pris le relais, c'est-à-dire le président Johnson, et c'était aussi l'ami de Johnson. Donc, il savait faire du réseau. Et à l'époque, les États-Unis faisaient confiance à l'Algérie, aux diplomates algériens. Il y a eu un grand contrat qui avait été signé à l'époque, le contrat El Paso, dont on parlera bientôt, Inch'Allah, Ilahi Rabbi. Donc, tout ça pour vous dire que quelque chose a été cassé en 1967 lorsqu'il y a eu la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Et depuis ce moment-là, les États-Unis ne font pas confiance à l'Algérie. Le seul moment, je dis bien le seul moment, où les Américains ont retrouvé un peu la confiance des Algériens,
c'est lorsque notre brillant ministre des Affaires étrangères, le marhoum Mohamed Siddiq Ben Yahya, a fait libérer les 52 otages américains de l'ambassade américaine de Téhéran, qui avaient été arrêtés, on va dire, pris en otage pendant 444 jours. Il a fallu tout le talent diplomatique de Mohamed Siddiq Ben Yahya dont je vous ai parlé lors d'une précédente vidéo, pour arracher la libération de Khomeini. À l'époque, il fallait le faire, hein, l'imam Khomeini. Il fallait le faire. Hein. C'était quand même, tout le monde avait peur de Khomeini, mais notre brillant diplomate qui avait négocié les accords d'Évian en 61-62 a réussi l'exploit que personne dans le monde n'avait réussi. C'est l'Algérie, la diplomatie algérienne qui a réussi cet exploit extraordinaire. Et il faut le rappeler à chaque fois, de faire libérer des otages américains à Téhéran. Et là, vous voyez Warren Christopher, qui était à l'époque le ministre adjoint des Affaires étrangères, qui est devenu ensuite ministre des Affaires étrangères de Bill Clinton, secrétaire d'État américain, était resté 1 mois à la base militaire de Blida en attendant. Et là, je le tiens de la famille de Mohamed Siddiq Ben Yahya, ou Nahil Ailto, qui m'a contacté, qui m'a raconté cette anecdote absolument incroyable. Warren Christopher, le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, était dans une base militaire à Blida en attendant l'exploit de notre ministre des Affaires étrangères, le marhoum Mohamed Siddiq Ben Yahya, pour libérer les otages américains. Wallah, j'en ai la chair de poule. Quand je vois comment aïe, 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 quand je vois Sharif Gellel, quand je vois Mohamed Siddiq Ben Yahya, et quand je vois qu'en ce moment, c'est la dégradation totale hein, dans la diplomatie algérienne à Paris, et dans le Sahara occidental. Ça me rend malade de voir tant de talent. Et c'est pas par hasard qu'il a été tué dans un avion de la République algérienne par Saddam Hussein qui lui a envoyé 2 missiles. Vous imaginez, 2 missiles. Et là aussi, je le tiens de la famille de Mohamed Siddiq Ben Yahya. Je crois que c'était un missile. Le premier n'a pas touché l'avion, mais le deuxième a touché l'avion. Et l'Algérie, à l'époque, on était tellement gentils, comme aujourd'hui, quand on donne 250 milliards de pétrole gratos à Total pendant 25 ans, on est tellement gentils. Mais à l'époque, pareil, notre président Chadi Ben Jadid n'a pas voulu fâcher Saddam Hussein, parce que Saddam Hussein ne voulait pas mettre fin à la guerre, alors que Mohamed Siddiq Ben Yahya voulait mettre fin à la guerre entre l'Irak et l'Iran en 82, lorsqu'il a été assassiné lâchement. Et à l'époque, vous savez que celui qui était le chef de la commission d'enquête pour savoir, connaître les origines de cet assassinat horrible, c'était le grand Salah Goudjil, qui était un moudjahid. C'était un moudjahid, Salah Goudjil. Et vous savez comment on essaie de le salir en France aujourd'hui, quand on voit que cet ancien ambassadeur français, Xavier Driancourt, qui, sur la place publique, comme ça, à la télé, dit « Oui, il aurait un appartement à Paris, mais c'est mesquin. » Vous savez que j'ai combattu les ministres corrompus qui avaient utilisé l'argent du contribuable pour acheter des appartements en France, et notamment Abdeslam Bouchaleb, qui est protégé par la France. Est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois Xavier Driancourt parler d'Abdeslam Bouchaleb? Jamais il en parlera, parce que c'est un agent de normalisation avec Tel Aviv. Mais il préfère attaquer les anciens moudjahids pour les salir aux yeux du peuple algérien. Mais, wallo, je fais la part des choses. Je défendrai toujours l'Algérie. Et en plus, Salah Goudjil, quel que soit son âge, quels que soient ses défauts, c'est un homme de compromis. C'est pas un radical. C'est quelqu'un qui veut discuter, qui veut négocier. La preuve, il n'a pas sali Saddam Hussein qui a tué toute notre délégation lors de cet horrible attentat. Donc je reviens à notre sujet. Alors maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que aujourd'hui, l'Algérie peut compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique, eu égard au bras de fer, au rapport de force que la France est en train d'engager contre l'Algérie? Vous avez bien vu, la France nous traite comme des malfrats, comme des voyous. Vous imaginez? La France est en train de sortir des listes de 800 personnalités civiles et militaires algériennes pour leur dire « vous êtes persona non grata en France ». Mais pour qui se prend-elle, cette France? Mais pour qui se prend-elle de faire du chantage à des responsables politiques et militaires, quels que soient leurs défauts par ailleurs? Encore une fois, je tiens à le dire,
faut pas tout mélanger. Que des Algériens critiquent d'autres Algériens, c'est normal. Mais qu'un État français qui profite pendant 25 ans de pétrole et de gaz gratuit et qui, après avoir obtenu ce qu'il voulait, se permet de jeter comme ça sur la place publique un listing de 800 personnalités, c'est une honte et c'est scandaleux. Vous savez qui préparait des listes? C'est les Allemands et la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils préparaient la liste des Juifs à arrêter. Voilà ce qu'est en train de faire la France à l'égard de nos responsables algériens. Et vous savez ce qu'il y aura après la liste? C'est une menace. Vous savez, ça va se faire en plusieurs étapes. Il va y avoir le gel des avoirs. C'est comme ça que fonctionne la France. Ils appellent ça par étapes. Douga douga. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo quel est le dessein, l'objectif inavoué de l'État français à l'égard de notre pays. Mais revenons à la question essentielle, est-ce qu'on peut compter sur les États-Unis d'Amérique pour nous protéger ou pour nous défendre? J'en suis pas si sûr. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez cet homme? Cet homme ici, c'est John Fitzgerald Kennedy. Et ici, c'est l'ancien président du Togo, un grand intellectuel qui était à la fois togolais et brésilien, qui était formé donc en économie à Londres, qui était un vrai businessman, un vrai patriote. Cette image, écoutez-moi bien, c'est mars 1962. Mars 62. 10 mois après, regardez cette image. Janvier 63, le 13 janvier 63, 10 mois après. 10 mois après, le président du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné. La résidence du président togolais, c'était à quelques mètres de l'ambassade américaine à Lomé, au Togo, où je me suis rendu en septembre 2023. Eh bien, sachez que le président togolais a demandé secours aux soldats qui étaient en train de garder les portes de l'ambassade, et il n'a pas eu la protection américaine. Et le même John Fitzgerald Kennedy, quelques mois plus tard, c'est-à-dire 11 mois plus tard, en novembre 63, a été lui aussi assassiné. Derrière cet assassinat, il y a la France, mais les États-Unis n'ont rien fait pour le protéger.